Ils étaient 27 adolescents, pleins de vie, en route pour une dernière aventure avant l'âge adulte. Puis ils ont disparu sans laisser de traces. Pas d'appel, pas de corps, juste le silence. Pendant 22 ans, l'histoire de la promotion 99 n'était rien de plus qu'une terrifiante légende urbaine. Jusqu'à ce qu'un randonneur tombe sur un bus scolaire rouillé dans les bois, englouti par la mousse, rempli d'annuaires moisis et de quelque chose d'autre. Quelque chose à quoi personne n'était préparé. 3 juin 2021, forêt nationale de Rogue River, Siskiyou, en Oregon. Un randonneur expérimenté, hors de son sentier habituel, aperçoit un étrange objet jaune à travers les arbres. Pensant qu'il pourrait s'agir de vieux matériel ou d'un poste de garde forestier, il se rapproche pour ne trouver que la carcasse brisée d'un bus scolaire. À moitié dévoré par la forêt, le numéro sur le côté est presque illisible. À l'intérieur, on dirait que le temps s'est arrêté. Des sacs à dos poussiéreux, encore attachés au siège. Des polaroïds délavés. Un lecteur de cassette gisant sur le sol, déformé par l'humidité. Des pages d'un annuaire collées par la moisissure. Mais tout au fond, sur la banquette arrière, un tas de vêtements. Et en dessous, ce qui était sans équivoque une mâchoire humaine. Lorsque les enquêteurs sont arrivés, ils ont immédiatement fait le lien avec l'une des affaires non résolues les plus glaçantes de l'histoire de l'Oregon. La disparition de la classe de terminale du lycée de Forest Grove, la promotion de 1999, pendant leur voyage de fin d'études. Mais plus ils cherchaient, plus tout cela devenait impossible. Il n'y avait aucune trace de location du bus. Aucune caméra de surveillance n'avait enregistré son passage, aucune route à proximité, et à l'intérieur, des objets personnels appartenant à presque tous les élèves disparus. Certains des effets personnels étaient intacts, mais d'autres étaient disposés délibérément, comme un message ou un rituel. Ce qui s'est passé dans ce bus n'était pas un accident, et ce que la forêt a gardé caché pendant plus de 2 décennies était plus qu'une tragédie. C'était un secret que personne n'était censé découvrir. Les couloirs du lycée de Forest Grove bourdonnaient de l'énergie électrique des terminales au seuil de la liberté. Les portes des casiers claquaient, les rires résonnaient dans les couloirs, et les professeurs arboraient les sourires lasses de ceux qui comptaient les jours. C'était en mai 1999, et pour la promotion 99, la remise des diplômes approchait à grands pas. Au milieu de la mer de toges et de mortiers bleu marine préparés pour le grand jour, 26 élèves se démarquaient. Non pas parce qu'ils étaient extraordinaires, mais parce qu'ils étaient proches. Un groupe soudé qui avait grandi ensemble au fil des ans, à travers les salles de classe partagées, les peines de cœur, les blagues d'initiés et les matchs du vendredi soir. La C. Monroe arpentait le couloir avec une grâce naturelle, un dossier serré contre sa poitrine. Elle était tout ce que ses parents espéraient. Major de promotion, présidente du conseil des élèves, future étudiante d'une université de l'Ivy League. Son père, le maire Thomas Monroe, ne manquait jamais une occasion de mentionner ses réussites lors des discours municipaux. Mais ceux qui connaissèrent bien Lacey voyèrent la pression derrière son sourire parfait. Les sessions d'études tardives, les crises de panique cachées dans les cabines des toilettes. Non loin derrière, Jared Fields se précipitait dans la salle audiovisuelle, caméra à la main, narrant son propre faux documentaire sur la vie au lycée. Jared était le clown de la classe. Audacieux, implacable, parfois odieux, mais ses yeux portaient une acuité que peu remarquaient. Il prévoyait de faire du voyage de camping son projet final, une capsule temporelle de leur dernière semaine ensemble. Ça va être mon projet Blair Witch, mais en plus drôle, plaisantait-il. Tyrese Hall dominait la plupart de ses camarades de classe. Les épaulettes avaient depuis longtemps été remplacées par le poids fier d'une bourse complète de football à l'Université d'État de l'Oregon. Tout le monde attendait de grandes choses de Tyrese. Les entraîneurs, les camarades de classe, sa mère surtout. Mais avec chaque offre de bourse venait une peur grandissante. Et s'il échouait? Et si les meilleures années de sa vie étaient déjà derrière lui? Puis il y avait Emily Tran, la fille dont la présence n'était souvent marquée que par le doux grattement d'un crayon sur le papier. Son carnet de croquis ne la quittait jamais, rempli de portraits de camarades qui ne savaient pas qu'ils avaient été dessinés, et de scènes de forêt qui, selon elle, lui venaient en rêve. Elle parlait rarement, sauf si on lui adressait la parole, mais quand elle le faisait, ses mots restaient. Emily ne faisait pas vraiment partie du groupe, mais d'une manière ou d'une autre, ils lui faisaient tous confiance. Alors que la dernière cloche sonnait un vendredi après-midi, l'école était en pleine célébration. Quelqu'un faisait hurler « Good Riddance » de Green Day depuis l'autoradio de sa voiture. Les professeurs distribuaient les dernières autorisations parentales et les discussions sur le prochain voyage dans la nature sauvage de Rogue River dominaient toutes les conversations. 5 juin 1999.
C'était censé être une célébration. 27 élèves de terminale du lycée de Forest Grove préparaient à leur voyage de fin d'études depuis des mois. Après les examens finaux, les lettres d'acceptation à l'université et des années de monotonie dans une petite ville, ce voyage était leur moment de liberté. La destination, un terrain de camping isolé, niché au cœur de la forêt nationale de Rogue River Siskiyou, en Oregon. Isolé, pittoresque et loin des parents, des couvre-feux et des règles. Ils sont partis ce samedi matin dans un bus scolaire jaune conduit par monsieur Harold Griggs, un chauffeur remplaçant celui qui s'était déclaré malade la veille. Le départ fut joyeux. Les élèves saluaient leur famille, les sacs à dos remplis de collations et de sacs de couchage. Quelques parents ont capturé des images granuleuses au caméscope, des rires, des acclamations et une photo de groupe juste avant de monter à bord. C'était la dernière fois que quelqu'un les verrait. Ce soir-là, l'une des mères, Madame Elsie McClure, a reçu un message vocal à 18h41. C'était de sa fille, Rachel. En arrière-plan, des rires étouffés, quelqu'un criant « Éteins ça !» Puis, une pause et le silence. Pas d'au revoir, pas de raccrochage, juste de la friture. Quand le bus ne s'est pas présenté au camping ce soir-là, on a d'abord supposé qu'ils avaient pris du retard. Le temps était devenu brumeux. Les routes dans la forêt étaient étroites, à peine goudronnées et bordées de précipices abrupts. Les parents ont appelé, mais personne n'a répondu. Le dimanche matin, la panique s'est installée. Des équipes de recherche et de sauvetage ont été dépêchées. Des hélicoptères ont balayé la région. Les chiens ont suivi des pistes qui ne menaient nulle part. Mais il n'y avait aucune trace de pneus, aucun signal de téléphone portable et aucune branche cassée à suivre. Le responsable du camping a confirmé qu'aucun bus scolaire jaune n'était arrivé. Le bus et ses passagers s'étaient tout simplement volatilisés. Le troisième jour, les équipes de recherche ont élargi leur périmètre. Une semaine plus tard, un pêcheur local a trouvé quelque chose d'étrange près d'un méandre de la rivière, à 15 miles de la route principale. Un appareil photo jetable à moitié enfoui dans la boue. Le boîtier était fissuré et endommagé par l'eau. Quand les enquêteurs l'ont ouvert, ils l'ont trouvé vide. La pellicule à l'intérieur avait été retirée. 10 jours plus tard, un autre mystère a fait surface. Monsieur et Madame Callahan, dont le fils Trevor faisait partie des disparus, ont reçu une lettre par la poste. Pas d'adresse de retour, pas de cachet de la poste, juste 5 mots écrits d'une main tremblante. On a réussi. S'il vous plaît, arrêtez de chercher. Au début, la note leur a donné de l'espoir, mais des experts en graphologie l'ont examinée. Les courbes des lettres n'étaient pas bonnes, la pression était irrégulière. Cela ressemblait presque à l'écriture de Trevor. Mais pas tout à fait. Le verdict final, probablement un faux, peut-être décalqué. Pourtant, la note a déclenché des rumeurs. Certains disaient que les jeunes avaient mis en scène leur disparition. D'autres chuchotaient à propos de cultes ou de rituels étranges dans les bois. Certains croyaient que les élèves étaient encore en vie, cachés. Mais les faits restèrent les mêmes. Il n'y avait aucune trace du bus, du chauffeur ou des 27 élèves. Aucun témoin ne s'est jamais manifesté. Personne n'a jamais été retrouvé. Et après 2 mois, l'affaire a été discrètement classée, étiquetée comme un événement de personnes disparues non résolu. Mais les parents n'ont jamais cessé de chercher. Certains parcouraient les sentiers forestiers chaque année. D'autres affichèrent des photos sur des panneaux de personnes disparues. Et un père, Robert Vasquez, tenait un journal documentant chaque théorie, chaque indice étrange, chaque nuit blanche. Il a écrit un jour « Je ne pense pas qu'ils soient sortis de la route, je ne pense pas que c'était un accident, je pense que quelque chose les a pris, quelque chose qui ne voulait pas qu'on les trouve. » Il n'a jamais expliqué ce qu'il voulait dire, et personne n'a jamais prouvé qu'il avait tort. 21 ans s'étaient écoulés. Les couloirs du lycée de Forest Grove résonnaient des bruits de nouveaux élèves, de nouveaux rires et de nouveaux souvenirs. Mais une ombre persistait. Une plaque près de l'entrée portait les noms de 27 élèves gravés dans le bronze sous les mots « Partis, mais jamais oubliés, promotion de 1999 ». L'école organisait une cérémonie commémorative chaque mois de juin. Les professeurs allumaient 27 bougies. Certains avaient pris leur retraite anticipée, incapables de supporter le poids des questions sans réponse. D'autres sont restés, hantés par les visages qu'ils avaient autrefois enseignés, des visages qui restaient éternellement jeunes dans leur esprit. De l'autre côté de la ville, le temps n'avait pas beaucoup plus avancé. Des chambres autrefois remplies d'affiches d'adolescents, de manuels scolaires et d'une odeur d'eau de Cologne restaient intactes. Les lits étaient faits de la même manière. Des trophées, des robes et des journaux, à moitié écrits,
attendaient sur les étagères, comme si leurs propriétaires venaient de sortir et pouvaient revenir d'une minute à l'autre. Certains parents s'accrochaient à l'espoir, comme à de l'oxygène. D'autres sombraient dans un chagrin silencieux, celui qui ne crie pas. Il s'installe simplement. Monsieur Delaney, dont le fils Matthew était le major de la promotion, passait la plupart de ses journées à la bibliothèque locale, relisant sans cesse la dernière dissertation de son fils. Madame Santos, dont la fille Nina jouait dans l'équipe de football universitaire, arrosait le même jardin que Nina avait planté des semaines avant le voyage. Elle n'a jamais touché un pétale, mais personne ne s'accrochait plus fort que la mère de Lassie, Irène. Alors que d'autres enterrèrent leur espoir avec les années qui passaient, Irène aiguisait le sien en détermination. Elle refusait de marquer une tombe, refusait de signer toute déclaration légale de décès. Elle gardait la brosse à dents de Lassie dans le porte-brosse à dents, son message d'accueil vocal intact et son lit fraîchement fait chaque matin. Elle n'est pas partie. Je ne sais pas où elle est, mais elle est quelque part. Je le sens. Les voisins appelaient ça du déni. Sa famille appelait ça du chagrin. 3 juin 2021, presque midi. Un randonneur nommé Travis Milner, un pompier en congé de Medford, Oregon, décide d'explorer un réseau de sentiers rarement utilisés, au plus profond de la forêt nationale de Rogue River Siskiyou. Il ne cherche rien en particulier, juste la solitude et le silence. Mais après quelques heures, après s'être frayé un chemin à travers d'épais sous-bois, bien au-delà des sentiers balisés, il voit quelque chose d'étrange. Un éclat de jaune, presque entièrement enfoui sous les broussailles et la pourriture. Alors qu'il écarte les fougères et les lianes mortes, la forme commence à se dessiner. Des fenêtres en métal, des pneus en caoutchouc craquelés, enfoncés profondément dans la terre. C'est un bus scolaire, rouillé, cassé, son châssis tordu et étouffé par des années de végétation. Le numéro sur le côté est estompé, presque effacé, mais tout juste lisible. Numéro 57. La porte est coincée, gonflée par les intempéries et le temps. Il la force, toussant, alors qu'un air vicié s'en échappe. L'intérieur est une tombe. La poussière et la moisissure s'accrochent à chaque surface. Les sièges sont déchirés. Le lierre pousse à travers les fenêtres brisées. Et sur le sol, en décomposition, mais toujours reconnaissable. Gisent des cartables, des blousons universitaires et une paire de mortiers de diplômés moisis. Un blouson avec l'écusson du lycée de Forest Grove pend mollement sur le bord d'un siège. À l'arrière, gisant sous des porte-bagages effondrés et des débris. Il repère les os, pas un seul squelette, mais plusieurs. Certains sont entièrement squelettiques, d'autres partiellement décomposés. Il lui faut un moment pour comprendre ce qu'il voit. Il y a plusieurs ensembles de restes humains. 17 confirmés plus tard, il appelle immédiatement le 911. En quelques heures, le site est bouclé par les forces de l'ordre. Enquêteurs, équipe de la police scientifique et anthropologues envahissent la scène. Et d'un coup, le mystère qui s'était refroidi en 1999 est soudainement ravivé. Les médias débarquent. Les familles, qui avaient passé 22 ans à faire leur deuil ou à espérer, sont forcées de tout revivre. Les enquêteurs commencent à cataloguer le contenu du bus. La plupart des objets sont endommagés par les intempéries. Certains détruits au point d'être méconnaissables. Mais dans un sac à dos fissuré et couvert de moisissures, coincé sous le siège du conducteur, ils trouvent quelque chose d'inhabituel. Un dossier en manille, gorgé d'eau, mais toujours intact. À l'intérieur se trouvent des croquis dessinés à la main, au fusain et au crayon, signés dans les coins inférieurs par Emily Thompson, l'une des élèves de terminale disparue. Son corps ne fait pas partie des restes. Les croquis sont obsédants, dérangeants. L'un montre un cercle de silhouettes, debout dans une clairière, entourant un feu. Un autre montre des visages cachés derrière des masques, grossièrement dessinés, vides, sans expression. Un autre croquis, plus sombre et plus frénétique, représente du sang dégoulinant des branches d'arbres, formant un cercle sur le sol de la forêt. Des symboles sont griffonnés en arrière-plan, ne correspondant à aucune langue connue. Certaines pages semblent arrachées ou déchirées d'un journal. Le dernier croquis du dossier montre ce qui ressemble au bus scolaire, mais différent. Il est entouré de grandes silhouettes sans visage, et à la fenêtre avant, derrière le volant, se trouve un masque. Les enquêteurs identifient les restes grâce au dossier dentaire et à l'ADN. Sur les 28 personnes qui ont disparu, 26 élèves et 2 professeurs. 17 corps sont retrouvés, mais 9 élèves sont toujours portés disparus. Ainsi que les 2 professeurs, Monsieur Carl Muse, le professeur d'histoire AP, et Mademoiselle Janine Crawford, l'accompagnatrice. La découverte anéantit toutes les théories restantes selon lesquelles la classe se serait simplement enfuie ou serait morte dans un accident.
Le bus est trop profondément dans la forêt, sans chemin assez large pour qu'un véhicule de cette taille puisse y parvenir sans laisser de traces. Pas de routes à proximité, pas de traces de pneus. Il ne s'est pas écrasé là. Il y a été placé, caché. Pourquoi seulement 17 ? Où étaient les autres ? Et pourquoi Émilie, une élève discrète qui parlait à peine en classe, dessinait-elle des scènes qui ressemblaient à des rituels ? Les enquêteurs ratissent la zone dans un rayon d'1 demi-mile. Mais le terrain dense ralentit la recherche. Pas d'empreintes de pas, pas de restes à l'extérieur, seulement le silence et le poids de quelque chose qu'ils ne peuvent pas tout à fait expliquer. L'affaire est rouverte non seulement comme une récupération, mais comme une possible scène de crime. Un acte criminel est suspecté. Et alors que les croquis fuitent dans la presse, une nouvelle théorie commence à circuler. Une théorie bien plus sombre que tout ce que l'on avait envisagé auparavant. Que s'est-il vraiment passé pour la promotion 99 dans ces bois ? Et qui, si quelqu'un il y a prévu qu'il ne revienne jamais. Quelques jours après la découverte du bus scolaire dans les bois de l'Oregon, le commissariat de police de Bend était inondé de camionnettes de presse, d'enquêteurs et de citoyens inquiets. L'État tout entier bruissait d'un mystère. Qu'était-il arrivé à la promotion de 1999 ? Quelle était la signification des os trouvés à l'intérieur du bus scolaire rouillé ? Et pourquoi, après plus de 2 décennies, rien n'avait fait surface jusqu'à présent ? Puis, le matin du 10 juin, une silhouette discrète est entrée dans le commissariat de police de Bend. La brume matinale persistait dans l'air et les néons du commissariat bourdonnèrent de la monotonie habituelle jusqu'à ce que la porte s'ouvre et qu'un homme entre. Il était décharné, mince au point de paraître presque fragile. Son visage était mal rasé, ses vêtements en lambeaux, une veste en haillons pendant lâchement sur sa silhouette squelettique. Ses longs cheveux en désordre collaient à son visage, comme s'il ne les avait pas peignés depuis des années, et ses yeux, cernés par l'épuisement, parcouraient nerveusement la pièce. Les officiers, qui étaient absorbés par leur propre discussion sur la découverte du bus, se sont tus en le voyant. L'homme ne sembla pas remarquer le changement soudain dans l'atmosphère. Il s'approcha lentement du bureau d'accueil, presque méthodiquement, avant de se pencher en avant, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je suis Jared Fields de la promotion de 1999. Pendant un instant, personne n'a bougé. Les mots flottèrent dans l'air, chargés du poids de 22 ans de questions sans réponse. Les officiers ont échangé des regards confus, comme s'ils attendaient la chute d'une blague. Mais elle n'est jamais venue. Ça ne pouvait pas être réel, n'est-ce pas ? La dernière fois que quelqu'un avait entendu le nom de Jared Fields, c'était quand lui, ainsi que le reste de sa classe de terminale, avaient disparu pendant leur voyage de fin d'études. Aucun corps n'avait jamais été retrouvé, aucune trace. Monsieur Fields, pouvons-nous voir votre pièce d'identité ? Jared n'a pas répondu. Au lieu de cela, ses yeux parcouraient nerveusement la pièce comme quelqu'un qui regarde constamment par-dessus son épaule. Je n'étais jamais censé revenir. Ils surveillent toujours. Qui surveille, Monsieur Fields ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'étais jamais censé revenir. Aucun de nous ne l'était. Monsieur Fields, nous avons besoin que vous nous disiez où vous étiez toutes ces années. Nous devons savoir ce qui est arrivé à vos amis, aux autres élèves. Je ne peux pas encore, pas avant que je... Il s'arrêta, déglutissant difficilement, comme si les mots eux-mêmes étaient du poison dans sa gorge. Mais avant que quiconque puisse insister, un technicien de la police scientifique est entré dans la pièce avec un rapport. Jared Fields, vos empreintes digitales correspondent. Votre ADN, ça correspond. Je vous l'ai dit. Je vous ai dit que je n'étais jamais censé revenir. Je n'aurais pas dû revenir. Les officiers le regardèrent en silence, stupéfaits, essayant de donner un sens à ses paroles. Ils s'attendaient à un homme qui expliquerait le mystère, qui leur donnerait des réponses. Monsieur Fields, que voulez-vous dire par « vous n'auriez pas dû revenir » ? Où étiez-vous pendant toutes ces années ? Où êtes-vous allé ? Qu'est-il arrivé à vos camarades de classe ? Je ne peux pas. Je ne peux pas le dire. Pas encore. Ils sont toujours là. Ils n'arrêteront pas de surveiller tant que tout ne sera pas fini. Un silence froid et troublant emplit la pièce. Les officiers se regardèrent, incertains de la marche à suivre. Je ne peux pas rester ici. Ils me trouveront si je reste ici. Monsieur Fields, s'il vous plaît, vous devez... Mais avant qu'elle ne puisse finir, il était parti. La porte claqua derrière lui et les officiers se retrouvèrent avec encore plus de questions qu'auparavant. Ils avaient maintenant un témoin vivant, Jared Fields, le seul qui pouvait expliquer ce qui était arrivé à la promotion de 1999. Mais quoi qu'il soit arrivé à Jared, quoi qu'il soit arrivé aux autres, c'était loin d'être terminé.
Le cauchemar n'était pas fini. Il ne faisait que commencer. Quelques jours plus tard, Jared est assis en face des enquêteurs, les yeux écarquillés de terreur, un regard hanté qui ne s'était pas estompé depuis des années. La pièce était silencieuse, l'air lourd d'anticipation. Les 2 dernières heures avaient été consacrées à examiner minutieusement sa chronologie, ses souvenirs, ses réminiscences de la dernière fois qu'il avait vu ses camarades de classe. Ils étaient tous morts, vous savez. Ceux qui ne l'ont pas fait. Ceux qui ont résisté. On ne les a plus jamais revus, plus jamais entendu parler d'eux, juste disparus. Jared fit une pause, ses mains tremblant légèrement alors qu'il les essuyait sur son pantalon. Il était assis devant les enquêteurs depuis des heures maintenant, mais le poids de ses aveux n'avait jamais été aussi réel, aussi suffocant. Ça a commencé le jour où le bus est tombé en panne. Nous étions à des kilomètres de la route la plus proche, au fond de la forêt. Le moteur a tout sauté et s'est arrêté. On ne pouvait pas bouger le bus. On n'arrivait pas à le faire démarrer, alors on a attendu et attendu. C'est là qu'ils nous ont trouvés. Ils portaient ces robes, grises, comme s'ils vivaient dans la saleté. Je crois qu'ils s'appelaient les élus. Ils ont dit qu'ils venaient d'un sanctuaire hors réseau, un lieu de paix, un endroit pour échapper au monde extérieur. Ils nous ont dit que le monde s'effondrait, que la société telle que nous la connaissions s'écroulait. Ça ressemblait à une blague, mais nous étions coincés. Personne n'avait de réseau sur son téléphone et aucun d'entre nous n'avait la moindre idée de comment réparer le bus. Alors, nous les avons suivis. Nous n'avions pas le choix. Les enquêteurs ont échangé des regards, leurs visages impassibles mais intensément concentrés. Jared parlait maintenant avec plus d'urgence, sa voix s'élevant à mesure que l'histoire se déversait. Au début, la communauté était paisible. C'était presque trop beau pour être vrai. Ils nous ont donné à manger et nous ont dit que nous pouvions nous reposer. Ils nous ont promis tout ce dont nous avions besoin. Ils ont pris soin de nous et nous ont donné un abri. L'air y était différent, comme si j'avais un poids, comme si tout était lent. Mais au bout d'un moment, les choses ont commencé à changer. Ils ont commencé à parler de reconditionnement, de la nécessité d'abandonner nos anciennes vies, notre passé. Nous n'avions pas le droit de parler d'où nous venions, de ce que nous fuyions. Ils nous ont dit que nous devions tout oublier. Ils appelaient ça la purification. Ils nous donnaient de la nourriture, mais elle n'avait pas le bon goût. C'était bizarre, comme s'ils nous droguaient, nous abrutissaient. Certains d'entre nous ont commencé à avoir des rêves très vifs, des cauchemars qui semblaient trop réels, trop intenses. Et puis ils ont commencé à nous faire dormir par roulement, de manière très contrôlée, très spécifique. Ils voulaient savoir quand nous étions éveillés et quand nous dormions. Peu importe si vous étiez fatigué. Il fallait suivre le programme. Certains des jeunes ont commencé à résister. Ils n'en pouvaient plus. Ils voulaient partir, mais ils avaient trop peur. Ils étaient terrifiés par ce qui arriverait s'ils n'obéissaient pas. J'en ai vu quelques-uns essayer de s'échapper. J'ai entendu leurs cris quand ils ont été traînés dans les bois. On ne les a plus jamais revus. La pièce était d'un silence de mort, les mots flottant dans l'air comme un brouillard sinistre. Ils nous ont dit qu'ils étaient les élus. Le monde avait pris fin en dehors de ces bois. La seule chose qui restait était leur communauté. Ils ont dit que nous avions été choisis pour vivre dans un nouveau monde, pour faire partie de quelque chose de plus grand. Mais ce n'était pas un choix, c'était une prison. Et ceux qui ne l'acceptaient pas, ils étaient sacrifiés. Je n'étais pas le seul à l'avoir vu. Ceux qui ont essayé de partir, ceux qui se sont rebellés, ils ont été offerts à la forêt. Personne n'est jamais revenu. Les enquêteurs restaient immobiles, absorbant chaque mot. En 2006, j'en ai eu assez. J'ai trouvé un moyen de m'échapper. J'ai couru aussi loin et aussi vite que j'ai pu. Mais même alors, j'avais trop peur de le dire à qui que ce soit. Je me suis tu. Je suis resté caché. Je pensais que peut-être, juste peut-être, si je me taisais, il m'oublierait. Que je pourrais vivre ma vie. Je pensais être le seul. Mais quand j'ai entendu que le bus avait été retrouvé, j'ai su. J'ai su qu'il n'avait pas oublié. Je devais le dire à quelqu'un. Je devais vous dire toute la vérité. La pièce retomba dans le silence. Une fois de plus, le poids des mots de Jared pesait sur toutes les personnes présentes. Les enquêteurs étaient stupéfaits. Ce qu'ils venaient de décrire n'était pas une simple disparition. C'était une conspiration, une secte. Et elle avait pris 27 jeunes vies. Des vies qui avaient été reconditionnées, contrôlées et sacrifiées à quelque chose de plus sombre que quiconque n'aurait jamais pu l'imaginer. Jared s'était échappé, mais ses camarades de classe n'étaient jamais censés le faire.
Ils avaient été choisis dans un but précis. Et la forêt, cette même forêt qui avait caché leurs restes pendant des décennies, détenait l'horrible vérité finale. Le monde dont on leur avait parlé n'avait pas disparu. Il attendait que la prochaine génération prenne leur place. Quand Jared s'est manifesté pour la première fois, la réaction a été mitigée. Certains parents s'accrochaient à chacun de ses mots, espérant des réponses, ayant désespérément besoin de tourner la page. Ils le croyaient. Son histoire avait un sens que les autorités ne pouvaient pas expliquer. Quelques mois plus tard, Jared a publié ses mémoires, racontant ses expériences et son voyage troublant au cœur de cette forêt. Le livre a fait sensation, suscitant de nouvelles théories sur la promotion 99, la milice et les événements tordus qui s'étaient de dérouler dans les bois. Il se tenait seul devant le mémorial dédié à ses camarades de classe. Les plaques de pierre polie gravaient des noms de chaque élève disparu. Pendant un long moment, Jared a simplement fixé le mémorial. Le poids de son chagrin et de sa culpabilité, l'écrasant comme la forêt elle-même. Et puis, sans un mot, il s'est retourné et s'est éloigné, ne laissant derrière lui que l'annuaire et le message obsédant pour quiconque serait assez courageux pour chercher la vérité. Certains disent que Jared a tout inventé, qu'il a créé une histoire pour expliquer les cauchemars qui ne l'avaient jamais quitté. D'autres disent que la vérité était encore plus sombre qu'il ne le prétendait, que ce qui s'est passé dans la forêt était quelque chose de bien pire que tout ce que l'on pouvait imaginer. Mais une chose est certaine, ce qui est arrivé à la promotion 99 hante encore les arbres de l'Oregon. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous. Croyez-vous à l'histoire de Jared ou quelque chose d'encore plus troublant est-il toujours caché dans les bois,